Il y a un point que j'ai omis d'évoquer, et qui n'est autre que le référentiel respectif des différentes tendances en présence, et notamment, c'est ce qui nous intéresse le plus, le référentiel des pharisiens et le référentiel des sadducéens. Pour les pharisiens, eh bien, il y a la loi de la Torah et l'exégèse des textes ou la tradition exégétique. Tandis que chez les sadducéens, qui comprend bien sûr les progressistes et les réformistes, les sadducéens ont pour référentiel ce qu'on nomme le scripturalisme. Le scripturalisme consiste à se référer uniquement à la loi textuelle et à omettre et à mettre de côté la tradition exégétique en vue de se faire sa propre interprétation des textes au gré de la situation pour préserver ses privilèges et pour s'adapter aux défis du monde qui les entoure. Et on va retrouver cette même dualité chez les chrétiens. C'est-à-dire que les catholiques représentent grosso modo les pharisiens et le protestantisme, eux, sont les sadducéens. Et la revendication sadducéenne et protestante, bien sûr qui en tout cas pour une frange du protestantisme, a été infiltrée par des messianistes juifs. On en a la preuve, notamment avec Calvin, Cohen. Et on va retrouver cette opposition entre grossièrement les adeptes de la tradition exégétique et les scripturalistes que sont les protestants. Bien sûr, ils viennent sous un beau slogan, comme quoi on revient au message originel, mais c'est pour mieux le fourvoyer. Et on va retrouver, bien sûr, cette dualité au sein du monde musulman. Avec d'un côté l'orthodoxie musulmane, les conservateurs, l'orthodoxie conservatrice, et bien sûr l'hérésie mu'tazilite, qui aura pour cheval de Troie l'ash'arisme. Il est très intéressant de constater que l'ash'arisme est un pont vers le mu'tazilisme et que le progressisme est un pont vers le rationalisme. C'est-à-dire que c'est une étape intermédiaire vers l'émancipation totale du référentiel initial et vers l'émancipation totale de la tradition exégétique musulmane. Les orientalistes vont œuvrer dans ce sens, les réformistes vont œuvrer dans ce sens, et notamment, on le voit dans les interventions de Islam ibn Ahmed, qui, de façon de plus en plus prononcée, œuvre à discréditer le référentiel initial et la tradition exégétique. Et il est intéressant que les pharisiens ont été taxés d'hérétiques par les sadducéens. Et on retrouve exactement ce même conflit actuellement. Youssef Indy en est un exemple, qui taxe les wahhabites, donc les conservateurs, d'hérétiques. Et de façon complètement manichéenne et puérile, il passe par un raccourci en disant ils sont des hérétiques parce que les savants les ont jugés de l'époque, les ont jugés ainsi. Mais il se fie sur des savants ash'arites, donc qui sont un pont vers le progressisme et le réformisme. C'est comme si les sadducéens mettaient en avant l'idée que les pharisiens sont des hérétiques, sous prétexte qu'ils ne sont pas en accord avec leurs idées. Bien sûr, ce raisonnement, il est puéril. La meilleure façon de savoir qui représente l'orthodoxie légitime au sein d'un groupe quelconque, et notamment pour ce qui nous intéresse, le groupe de la communauté musulmane, eh bien, il faut se fier à d'autres paramètres qui sont beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus neutres que celui évoqué de façon très naïve par Youssef Indy. Et malheureusement, pour le français non averti, à l'image de Jean-Michel Vernochet, qui est aussi
cultivé soit-il, eh bien, en compagnie de Youssef Indy, il étaye la thèse que le wahhabisme est une hérésie au service de l'Empire, mais les choses, dans la réalité, beaucoup plus complexes. Et il est très intéressant aussi de constater que ces mêmes anti-systèmes, anti-lumière, dans un monde qui s'est sécularisé, ils reprennent les outils des Lumières pour justifier, pour légitimer leur action. C'est complètement paradoxal. C'est-à-dire que les Lumières ont mis à bas le catholicisme, et actuellement, les catholiques, ils reprennent les outils qui consistent à faire baisser la garde de l'adversaire, les outils utilisés par les Lumières pour assujettir le catholicisme, les outils tels que liberté, égalité, liberté d'expression, tels que démocratie, tels que république, eh bien ce sont ces mêmes thèmes que reprennent les antisystèmes pour mettre en avant les vices du système ou les tares du système ou les contradictions du système, ce qui en soi n'est pas faux, mais ce sont les mêmes qui reprennent ces arguments pour mettre en avant qui mérite au sein notamment de la communauté musulmane, eh bien, qui mérite sa place en tant que représentant officiel des musulmans. Et cette place, eh bien, elle va s'indexer, où elle va se plier au baromètre des Lumières en disant que le mouvement musulman qui est le plus émancipé, ou en tout cas qui est parce qu'il y a la phase intermédiaire que sont les progressistes, les musulmans qui sont émancipés et qui rejoignent et qui s'alignent aux positions occidentales et au monde moderne, eh bien, ils ont plus de légitimité que les conservateurs musulmans, sous prétexte qu'ils sont en phase avec les préceptes des Lumières. Donc là, c'est un paradoxe sans nom. Et donc, pour revenir au référentiel, actuellement, on met en avant le coranisme, qui est exactement une approche sadducienne réformiste, donc qui convient tout à fait à Zemmour, et qui veut mettre à bas ou veut complètement occulter la tradition exégétique au nom de la pureté du message. Donc là, les slogans fallacieux, ils sont utilisés à point nommé. Et malheureusement, il y a une résistance du côté des progressistes qui refusent, entre guillemets, cet islam des Lumières, bien que eux-mêmes ils y contribuent, bon gré mal gré, et bien que eux-mêmes ils ont fait énormément de concessions, ne serait-ce qu'au niveau de la rhétorique, et qui reprennent les armes du dominant en vue d'accélérer cette assimilation. Et ce paradoxe, il est suffisamment éloquent pour être signifié. Il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu évoquer, donc je m'arrêterai là. On aurait pu notamment parler des islamo-gauchistes, donc qui remplacent le judéo-bolchevisme, et puisque nous sommes dans un nouveau paradigme, après la lutte contre le péril rouge, nous sommes confrontés à la lutte contre le péril vert. Et lorsqu'on met à bas ou lorsqu'on stigmatise l'islamo-gauchisme, c'est une manière de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, c'est une manière d'affaiblir les revendications pro-palestiniennes du côté de l'élite politique française, donc à travers ce chantage qui serre les taux de plus en plus. Donc on le voit notamment avec les attentats sous faux drapeau qui affaiblissent cette opposition à l'État officiel qui soutient de façon inconditionnelle Israël. Et stigmatiser l'islamo-gauchisme, eh bien, c'est un moyen
de faire taire les contestations à l'encontre d'Israël. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, c'est que les deux cibles de l'élite financière actuellement sont, la première c'est peut-être plus un paravent, une tête de Turc, sont les musulmans, mais aussi et avant tout les identitaires. Et c'est la raison pour laquelle on met en avant des arguments du genre que des éléments de l'extrême droite ont contribué ou ont fourni en armes les terroristes, notamment pour les frères Koulibaly dans l'affaire Charlie Hebdo. Mais c'est une façon aussi d'affaiblir les identitaires et de renvoyer dos à dos les musulmans et les identitaires pour mieux les fustiger et pour mieux les ostratiser et les tenir en respect. Donc c'est une tactique, c'est un piège dans lequel c'est un écueil qu'il faut éviter. Et parce que souvent, malheureusement ou heureusement, on met en avant, oui, regardez, les terroristes ont été aidés par le Front National. Ça, c'est un instrument du système pour mieux fustiger les velléités de rébellion et de contestation. Voilà, je m'arrêterai ici. Peut-être que je pourrais rajouter, j'en ai déjà parlé par le passé, le rapprochement des idées, je ne trouve pas le mot, entre la gauche et la droite, qui ont un seul objectif, et qui passe bien sûr par la stigmatisation des musulmans, mais c'est peut-être qu'un paravent. Et en la personne d'Onfray à gauche et de Zemmour à droite, en vérité, ils se rejoignent au niveau, on va dire, de l'ambition ultime. Donc c'est l'affrontement du juif de droite contre le juif de gauche. C'est ce que nous propose le système actuellement, donc qui exprime la mainmise de l'élite financière sur la France. Et bien sûr, on me dira que M. Onfray n'est pas un juif. Je prends note. Et donc, il est intéressant de constater que les deux avaient un discours extrêmement virulent sur l'islam et que les deux ont levé le pied dernièrement, mais je pense que c'est plus tactique que par scrupule ou autre. C'est un revirement tactique. Et comme par hasard, les deux s'affrontent. Et comme par hasard, leur débat, eh bien, il est plus compatissant c'est plus un débat de convergence qu'un débat de divergence. Et de toute façon, Michel Onfray est l'alter ego de Zemmour, l'un infiltré dans la gauche et l'autre infiltré dans la droite, pour mieux servir les intérêts de l'élite financière. Je m'arrêterai là.